Bonsoir à tous. Le sport domine l'actualité. La Coupe d'Afrique des Nations bouscule les horaires. Nous sommes heureux de vous retrouver sur RTI 1 après les rencontres footballistiques de ce jour. À la une, la présentation du projet de la commune d'Abobo pour la formation des jeunes, un centre de formation au métier de la mécanique automobile. C'est un garage-école. Il s'inscrit dans le cadre de l'emploi pour les jeunes. La sténose caustique, pathologie qui affecte les enfants ayant ingéré accidentellement des substances corrosives. Pour les remettre d'aplomb, une intervention chirurgicale est nécessaire. Ce sont ces soins onéreux que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir offrent pour la 5e édition à 13 enfants. Le Mali sanctionné par la CEDEAO à l'issue du sommet de dimanche dernier. Fermeture des frontières de ses États membres avec le Mali, sanctions économiques, des décisions qui ne sont pas au goût des autorités de transition maliennes. Le décryptage du volet économique de ces sanctions dans le dossier EcoPlus. Et puis bien sûr la CAN 2021, le point de cette 3e journée. La première rencontre a opposé l'Algérie, tenante du titre à la Sierra Leone, qui s'est contentée d'un nul face au Lion Stars. Bienvenue dans la commune d'Abobo. Le projet Garage École va permettre à des centaines de jeunes d'avoir un métier et de s'insérer dans le tissu professionnel grâce donc à cette formation. Le centre de formation au métier de la mécanique automobile a été présenté au premier magistrat de la commune, Kandia Kamara. Voyons cela avec Abou Sanogo. Les jeunes de la commune d'Abobo auront désormais la chance de se former au métier de la mécanique, de se reconvertir ou même de se recycler aux nouvelles technologies automobiles. Cette formation se fera dans le cadre du projet dénommé Garage École, initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en partenariat avec Tratafrique Motor Côte d'Ivoire. Le projet, c'est un garage d'à peu près 450 mètres carrés. En rez-de-chaussée, à l'étage, il y aura un centre de formation qui permettra en même temps que des gens travaillent d'avoir des stagiaires qui pourront mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu de façon théorique, le mettre en pratique avec des tuteurs. Et au bout de ce stage, ces stagiaires pourront avoir des emplois soit dans le garage, soit chez nous. Le secteur de la mécanique auto est un secteur que les jeunes aiment pour une question de curiosité. Et ils sont nombreux dans ce secteur également. Et donc, au niveau du ministère, nous avons pensé à monter ce projet avec des partenaires. Et nous avons recherché, nous avons trouvé Tractafrique qui nous a écoutés depuis le mois de septembre. Nous discutons. Et nous avons aussi pensé qu'à Bobo, il y a des opportunités. Le projet dans la commune d'Abobo est à sa phase pilote. Et il a été présenté au maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara. Pour elle, ce programme va impacter positivement sa commune. Abobo a décidé de mettre l'accent sur la qualité de vie, la qualité du travail. Et nous sommes persuadés que ce projet va permettre à de nombreux jeunes de sortir de l'informel. Parce que ça, c'est important. Et évidemment, ils vont ainsi contribuer efficacement et durablement à l'évolution de l'économie de ce pays. Le projet Garage École vise également la conversion des jeunes en conflit avec la loi à des métiers à insertion rapide dans la société. Il sera implémenté dans d'autres communes du pays. Nous restons à Abobo. En plus de ce projet Garage École en faveur de la jeunesse, la commune a offert à 99 jeunes volontaires un appui financier pour réaliser leur projet. Ils ont reçu les chèques qui vont leur permettre de se lancer. Orphée Conan et Patricia Omoitia. Ces jeunes ont participé aux activités d'assainissement de la commune d'Abobo. À l'issue de ces 6 mois de formation, ce sont 99 jeunes qui ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 120 000 francs CFA par personne pour la réalisation de leur projet. Une initiative du comité local d'insertion des jeunes. On a été très fiers parce qu'au sein de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup apporté. Vraiment, c'était à refaire. Nous allons le refaire sans hésiter. On a des projets et on prie Dieu de pouvoir réaliser ces projets-là avec cette somme-là.
Ces volontaires ont suivi une formation dans les domaines des techniques de création et de gestion d'activités génératrices de revenus, du civisme, de la santé sexuelle et reproductive. Ils ont aussi procédé aux opérations de curage des caniveaux, de nettoyage des locaux d'administration publique de la commune et de balayage de rue. Nous disons à tous les jeunes que la plateforme de services, c'est leur maison. On leur dit quels sont les différents services que nous leur offrons et bénéficier aussi de tout qui va leur permettre demain de pouvoir se prendre en charge. Parce que l'objectif de la plateforme de service, c'est ça, c'est de pouvoir améliorer non seulement l'employabilité des jeunes, mais ensuite participer à leur insertion définitive. Servir sa commune, servir son pays, des valeurs que les autorités municipales s'évertuent à inculquer à la jeunesse d'Abobo, qui n'a pas hésité à lui prouver qu'elle les a bien assimilées à travers cette formation. La jeunesse ivoirienne est également au cœur des activités de U-Reporters, une plateforme qui leur permet de s'exprimer, de donner leur opinion et de relayer leurs actions. U-Reporters, un projet de l'UNICEF appuyé par le ministère de la Jeunesse, a aujourd'hui 10 ans. 3,3 millions de jeunes et adolescents de 35 localités de la Côte d'Ivoire en font partie. Noël Dagnogo et Alvorassa. 10 meilleures U-Actions adolescents et jeunes, 10 meilleures photos, 3 meilleures communautés ayant réalisé le plus de recrutements ont été récompensés pour l'engagement et l'innovation lors de la campagne U-Report 1 pour 10. Les lauréats ont reçu des ordinateurs portables, des smartphones, des t-shirts et bien d'autres présents. Et cette activité marque la clôture de la campagne de sensibilisation du 10e anniversaire U-Report dans le monde. Il fallait que les jeunes s'engagent pour apporter du changement au niveau de leur communauté. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a valu aujourd'hui notre récompense. L'UNICEF et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont réitéré leur encouragement aux jeunes U-Report pour leur engagement. À travers U-Report, vous nous démontrez que vous êtes concernés par les enjeux de notre société. Nous sommes fiers de voir vous, les communautés de U-Reporters, organisez spontanément des U-Actions à travers le pays pour un changement positif dans leur communauté. J'encourage vivement l'ensemble des jeunes à rejoindre ce mouvement U-Report et à s'engager dans les actions U-Actions afin de prendre une part active au développement de notre cher patrie. Notons que U-Report a 10 ans dans le monde et 3 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Les organisateurs voudraient bien atteindre la barre de 5 millions d'U-Reporters l'année prochaine dans notre pays. On va changer de domaine pour parler de recettes fiscales. Pour l'entrée en vigueur du budget programme, l'administration fiscale doit se mettre à niveau. Les agents des impôts ont été formés afin donc de mener à bien cette mission qui est la leur. Chaque connaît. La réforme du budget programme, nouveau mode de gestion basé sur la logique de performance et de transparence, s'installe à son tour dans la mobilisation des recettes fiscales, avec la réforme des droits et obligations constatées. Avec cette réforme, le montant déclaré d'un contribuable en début d'exercice doit être obligatoirement recouvré à la fin de l'exercice par le receveur des impôts. Ça introduit un peu plus de transparence. En début d'exercice, voilà ce qu'on a déclaré. En fin d'exercice, voilà ce qu'on a recouvré. Qu'est-ce qui reste à recouvrer? Ça améliore les finances publiques. Ça permet de faire entrer un peu plus d'argent. Ça permet de faire un peu plus de dépenses. La construction de routes, les hôpitaux. Voilà, c'est la transparence. Et puis l'accroissement des recettes. Les mécanismes de cette nouvelle approche de mobilisation des recettes fiscales ont été dispensés aux agents de la Direction générale des impôts, précisément les receveurs des impôts, les premiers acteurs concernés. Généralement, le receveur est pécuniairement responsable de ce qui n'a pas recouvré. Avant, il y avait une tolérance parce qu'on se disait qu'on n'avait pas bien informé les différents receveurs, mais désormais, avec les droits constatés, s'il a pris en charge, ça veut dire qu'il est sûr de recouvrer. L'objectif de ce séminaire qui prend fin ce mercredi est de permettre la mise à niveau des comptables de la Direction générale des impôts afin de s'approprier ce nouveau système du principe des droits constatés.
À plus de 1000 km de la Côte d'Ivoire, le Mali semble être dans une impasse politique sans fin. Depuis août 2020, la transition militaire n'a pas pu organiser d'élections et amorcer ainsi la normalisation. La CEDEAO a réagi. Des sanctions sont tombées suite à un sommet extraordinaire tenu dimanche à Accra. Mahama Traoré nous propose un décryptage du volet économique de ces sanctions infligées au Mali dans le dossier EcoPlus. Ce qui était redouté arriva. Depuis ce dimanche, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a placé le Mali sous un régime de sanctions économiques et financières, réagissant ainsi à la volonté de la junte au pouvoir de conduire une transition de 5 ans à la tête du pays. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et du Mali. Le gel des avoirs de l'État de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO. Le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. La suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Mali par les institutions de financement de la CEDEAO, particulièrement la BIDC et la BOAD. Pour parvenir à de telles sanctions, la CEDEAO a dû compter sur le soutien de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui a favorisé la décision de fermeture des guichets de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, membre de la zone franc. Concrètement, ça veut dire que le Mali n'aura plus d'argent, de ressources pour acheter, pour payer ses importations. Un pays importe et pour ses importations, il faut acheter. Le Mali ne pourra plus bénéficier de crédits, de prêts au niveau des banques, au niveau de la BCEAO, ça sera terminé, c'est gelé. Il va y avoir une incidence sur le quotidien des populations, étant donné que les banques commerciales à l'intérieur du Mali ne pourront pas fonctionner correctement. Toutes les transactions extérieures, pas que les transactions publiques d'ailleurs, toutes les transactions à l'extérieur du Mali via les banques commerciales vont être fragilisées naturellement par ces dispositifs. Concernant la suspension des transactions commerciales et financières, elle est aussi lourde de conséquences pour l'économie malienne, même si les produits alimentaires de grande consommation, pharmaceutiques, pétroliers et l'électricité sont épargnés. On parle de brûler de grande consommation, mais comment ça va se faire si les avoirs du Mali sont gelés? À moins que la CEDEAO, l'UEMOA, les chefs d'État se retrouvent pour analyser les transactions, les sanctions financières. Il faut savoir que le Mali, c'est à peu près 1000 milliards d'importations des autres pays, notamment de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, vers le Mali. C'est essentiellement des produits dérivés du pétrole, c'est aussi un petit peu d'engrais, surtout en provenance de la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout un tas de biens qui ne vont pas être vendus par ces pays-là. Le Mali exporte beaucoup de bovins, par exemple, dans la région, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays de la région. C'est aussi quelque chose qui va probablement avoir un impact sur le coût, le prix de la viande, par exemple, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'autre enjeu de ces sanctions, c'est que le Mali n'a pas d'accès direct à la mer. Ses échanges avec le monde transitent pour la plupart par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 70% des marchandises par le port de Dakar et 30% par celui d'Abidjan. Si jamais ces mesures-là perdurent, il y aura une inflation sur les denrées, très probablement. Il va y avoir un impact pour le Malien moyen sur son pouvoir d'achat. De leur côté, les opérateurs économiques maliens assurent se donner les moyens d'approvisionner le marché local malgré ces sanctions. Nous allons aider la population à avoir tous les services et tous les articles dont elle aura besoin. Donc cet appel est à l'endroit des opérateurs économiques de serrer la ceinture. Notre crainte est que les marchandises, les prix ne flambent pas. Donc c'est pourquoi nous avons déjà fait un premier déplacement pour aller contacter effectivement les autorités portières. Et dès que la sanction est tombée, nous avons pratiquement envoyé des lettres dans pratiquement tous les ports, les 7 ports avec lesquels nous travaillons. Visiblement, ce bras de fer entre les autorités de transition et la CEDEAO ne fait pas les affaires du secteur privé. Les relations d'affaires seront probablement figées pour l'instant parce qu'on n'a pas suffisamment de visibilité aujourd'hui. C'est une sorte d'embargo en réalité qui est imposé à l'État malien
Et avant de prendre toute décision business avec le Mali, il faudrait savoir jusqu'où iront ces mesures. Si les camions sont bloqués du côté sénégalais, n'oubliez pas que des Sénégalais se sont endettés pour faire le transport, rien que le transport du Mali. Donc eux aussi, ils ont des problèmes. D'autres effets restent aussi à craindre si la situation perdure. L'une des conséquences, c'est qu'on va voir le commerce illégal, on va voir les trafics. Vous voyez, on va voir des trafics de tout genre, trafic d'humains, commerce illégal. Et fondamentalement, cela va agir sur l'économie de nos pays. Au regard de tous ces impacts probables, un retour rapide à la normalité est souhaité. Il faut que les deux parties puissent discuter, puissent négocier, faire de part et d'autre des compromis pour aboutir à des accords. Mais c'est la seule possibilité pour moi de résoudre la situation. Pour l'heure, la CEDEAO pose comme condition à la levée progressive de ces sanctions la mise en œuvre par la junte d'un chronogramme acceptable de retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali. Fermeture des frontières, gel des avoirs du Mali à la BCEAO, suspension des transactions commerciales et financières, les implications et les conséquences probables sur l'économie ivoirienne également nous ont été expliquées par Mahama Traoré et le Mali qui a aussitôt riposté contre ces sanctions pour finalement jouer l'apaisement hier lundi. Le chef de la junte a appelé l'organisation régionale au dialogue et ses compatriotes au calme et à la résilience. Le colonel Assimi Goïta a dit regretter le caractère illégitime, illégal et inhumain des décisions de la CEDEAO à l'encontre de son pays. Il dit rester ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Dans le domaine militaire, cette fois en Côte d'Ivoire, le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires informe et oriente les hommes en tenue qui souhaitent partir en retraite volontaire. Un programme de reconversion touche près de 2200 d'entre eux, avec 92% qui ont opté pour l'auto-emploi. Laure Coretti et Abou Sanogo. Ces 228 militaires volontaires à la retraite veulent désormais se lancer dans l'entrepreneuriat après avoir servi sous le drapeau. Et pour mieux appréhender leur nouvelle vie, le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires veut faciliter leur reconversion. D'où un accompagnement qui va se faire par la création de micro et petites entreprises dans le domaine de la prestation de services et du commerce. Je viens de partir récemment en retraite volontaire. Vraiment, ça m'a plu particulièrement. Toute chose, on a besoin de la connaissance pour avancer. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le projet, c'est comme vous voyagez, vous ne savez pas où vous allez. Donc avec ce plan, ça vous permet de vous guider, donc c'est comme un guide. Ils sont préparés, orientés, formés et aidés dans la mise en œuvre de leur projet. Nous allons leur apporter tout l'accompagnement technique nécessaire à la bonne maîtrise de leur idée de projet, à la réalisation des plans d'affaires, à la négociation financière, à l'installation et la conduite de leur projet. À partir d'aujourd'hui, les bénéficiaires seront mis à disposition des partenaires techniques qui vont entrer dans le processus, le mode opératoire des partenaires techniques, jusqu'à l'établissement des plans d'affaires pour les projets et la recherche de financement. L'objectif du BAM, c'est de financer des projets pérennes, des projets qui vont permettre aux bénéficiaires de s'assumer dans la société et d'avoir des revenus sur une longue période. Sur 5600 candidats éligibles, 2200 sont inscrits dans le programme de reconversion. 70 d'entre eux ont souhaité une insertion dans la fonction publique, 106 vers le secteur privé et 1932, soit 92% intéressés par l'auto-emploi. Dans la police, ils sont 198 à avoir souscrit à l'entraide de fin de carrière. Ces fonctionnaires de police admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu du Fonds de prévoyance de la police nationale des chèques et également des attestations de paiement de logement. Souleymane Donisongou et Jean-Marc Djadji. Ils rangent leurs armes pour s'accorder des années de repos et profiter d'une retraite digne. Appelés à faire valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2021, 198 fonctionnaires de police, souscripteurs à l'entraide de fin de carrière, EFC, ont bénéficié de chèques et d'attestations de logement. Après avoir fait 30 ans, la retraite, ce n'est pas une fin en soi. Merci à Madame la directrice du fonds et à tous ses collaborateurs. Sincèrement, merci au directeur général de la police parce que c'est inédit. Mes sentiments ce matin,
Je suis très contente. Arriver même déjà à la retraite, c'est une récompense de la vie, une grâce de Dieu. À l'endroit de nos jeunes qui rentrent, vraiment de souscrire à ce produit parce que ça les aide. La première catégorie de bénéficiaires concerne les fonctionnaires de police retraités dont les montants cumulés perçus s'élèvent à plus de 200 millions de francs CFA. La deuxième cible, les ayants droit des souscripteurs décédés avant l'âge de la retraite. Pour nous, il était important et même impérieux d'accompagner ces personnes qui vont faire valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre. C'est un signal fort que nous avons voulu donner. Un message à tous les récipiendaires pour leur dire qu'il faut avoir confiance au fonds. C'est vrai, c'est des dettes que nous avons trouvées depuis 2006. Il était impérieux pour nous de restaurer la dignité de ces personnes. L'entraide fin de carrière accompagne le retraité à sa sortie des effectifs de la police nationale. Depuis décembre 2020, le fonds de prévoyance de la police nationale en a fait une tradition. C'est au total plus de 500 millions de francs CFA distribués aux fonctionnaires de police souscripteurs. Les filles, les femmes et les enfants victimes de maltraitance ont désormais un refuge dans la commune de Cocody. Ces victimes de violences basées sur le genre vont pouvoir bénéficier de services psychosociaux et économiques dans ce centre qui leur est désormais dédié. Découvrons ce projet qui vise à prévenir, à répondre aux cas de violences faites aux filles et aux femmes avec Noël Danyogo et Abou Sanogo. 20 lits, des chambres, des salles de jeu et de travail et une piscine. C'est le refuge Bloom, inauguré par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmono Dogo, destiné à accueillir les filles et les femmes avec leurs enfants victimes de violences basées sur le genre. Ces femmes bénéficieront de prêts pour commencer une activité génératrice de revenus et une prise en charge holistique et médicale, psychosociale et financière. Une initiative de l'ONG Bloom. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner l'État, aux côtés de l'État aussi poser des actes pour prouver que effectivement nous prenons conscience de notre statut de femme et qu'en tant que femme nous pouvons aussi apporter des solutions à nos sœurs. Une initiative soutenue par les artistes, comédiens et chanteurs. L'homme a toujours été la protection de la femme qui représente tout pour nous. Donc si cette femme-là est dans les difficultés, on se doit quand même de se lever tous pour apporter notre soutien. Un geste salué par les ministères de la femme, de la famille et de l'enfant, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, ils invitent les femmes à déposer les masques pour se reconstruire. Ce beau édifice est un cadeau qu'elle offre aux femmes et le ministère de la Solidarité, en synergie avec le ministère de la Femme, accompagnera l'ONG Bloom pour le bon fonctionnement de ce siège. Un refuge qui servira de centre d'écoute des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Le centre a aussi pour rôle d'accompagner les victimes à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Des violences basées sur le genre qui touchent une bonne frange de la population féminine en Côte d'Ivoire. L'État et les organisations non gouvernementales mènent la lutte contre ces fléaux et c'est aussi le cas contre la Covid-19 qui continue d'endeuiller le pays. Le dispositif de riposte sanitaire reste en place en Côte d'Ivoire. Faisons le point pour ce 11 janvier. 180 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui sur le sol ivoirien. 802 personnes ont été déclarées guéries et 4 décès enregistrés. 6286 cas restent actifs à ce jour dans le pays et en termes de vaccins anti-Covid, 7 758 962 doses ont été administrées. Direction l'hôpital mère-enfant de Bingerville, une opération sauvetage y est en cours pour 13 enfants atteints de la sténose caustique, une pathologie due à l'ingestion accidentelle de substances corrosives. Les équipes médicales vont tenter de reconstituer les œsophages de ces enfants grâce à un partenariat entre la Fondation Children of Africa de la Première Dame et l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Mama Traoré. S'affairer pour ne pas se laisser dominer par l'angoisse. Dame Keïta procède ainsi, alors même que son fils de 3 ans subit une intervention chirurgicale délicate à l'hôpital mère-enfant de Bingerville.
L'opération vise à restaurer l'œsophage du gamin, endommagé suite à l'ingestion de la potasse. Souvent, il boit l'eau, café, puis c'est fini. Bon, souvent aussi, rien n'y passe. Même cracher, il n'arrive pas à avaler. Donc, on est là comme ça. Dieu nous a sauvés, on est venu ici. Ils ont fait une sonde ici, là. Donc, c'est là-bas, je lui donne à manger. En plus du fils de Dame Keïta, 12 autres enfants sont actuellement internés à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville dans le cadre d'une mission de chirurgie réparatrice axée sur les brûlures caustiques de l'œsophage. Dans les blocs opératoires, les équipes médicales de l'hôpital Mère-Enfant, assistées d'experts français, s'activent à redonner une seconde vie à ces enfants. Il s'agit d'une technique pour remplacer totalement. Quand on dit remplacement, vraiment, c'était vraiment un remplacement. D'autant plus qu'on enlève l'œsophage malade et on le remplace par un greffon colique de l'intestin, du gros intestin comme on dit. C'est une opération qui est lourde, qui est longue aussi, qui dure plusieurs heures, 5-6 heures probablement, mais pour lesquelles il y a très bonne chance de succès. On a suffisamment d'expertise maintenant pour que ça se passe bien, qu'il y ait le moins de complications possible. Cette mission de chirurgie pédiatrique en est à sa 5e édition. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'ONG française La Chaîne de l'Espoir et la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara à travers l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Aujourd'hui, nos équipes arrivent à travailler correctement, donc arrivent à opérer en toute sérénité ces enfants, sans l'aide extérieure. Je crois que c'est le but qui était recherché. Donc le transfert de compétences, de telle sorte que nos équipes, avec tous les équipements que nous avons, puissent être réellement opérationnels pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Depuis 2019, ce sont au total 61 enfants qui ont été pris en charge gratuitement par ces missions de chirurgie réparatrice. Le taux de réussite avoisine les 98%. Dans le domaine agricole, pour faciliter l'évacuation de la production, l'Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière, s'investit dans la réalisation de pistes dans le bassin cotonnier ivoirien. À chaque campagne, ce sont plus de 500 millions de nos francs qui sont investis afin de réhabiliter et ouvrir de nouvelles pistes. Soro Corona. L'évacuation de la production cotonnière est souvent confrontée au mauvais état des pistes villageoises. Pour relever ces défis, depuis 2018, Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, investit dans la réalisation des pistes. Ce sont plus de 1600 km de pistes construites en 4 ans. Le PSAC a réalisé au niveau du bassin cotonnier plus de 500 km de route en termes de réhabilitation et entretenu 1600 km de route. Donc le PSAC est fini à partir de 2018. L'Intercoton, à son sein, la cellule infrastructure, a décidé de prendre cette activité qui est la réhabilitation et l'entretien des pistes. Chaque année, Intercoton investit 50 millions de francs CFA pour réhabiliter et ouvrir de nouvelles routes, construire des ponts dans le bassin cotonnier. Des travaux salués par les producteurs. Le développement de la filière coton, ça commence par la piste. Parce que pour transporter les entrants pour venir au champ, tu es obligé de passer dans la piste. Même la récolte de coton, tout se passe dans la piste. Vraiment, je suis très heureux pour le geste que l'Intercoton a fait pour aider le producteur. Pour voir de plus près ces réalisations, le conseil d'administration d'Intercoton s'est rendu dans la région du Tchologo. Ces infrastructures routières viennent en soutien aux efforts déployés par le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, on a beaucoup de production et les pistes ne sont pas vraiment bonnes. Donc on a initié de prélever quelque chose sur le CVO et pour pouvoir aider les sociétés cotonnières pour pouvoir faire les ouvrages des pistes. Depuis sa création en 2000, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton a permis à l'or blanc ivoirien de faire un bond quantitatif. Avec 120 000 tonnes de fibres de coton produites en 2000, la production est passée à 550 000 tonnes en 2021. La 7e conférence mondiale du cajou est annoncée en terre ivoirienne du 16 au 18 février 2022. Elle va se tenir conjointement avec la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo nous en dit davantage. Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exploitation de la noix de cajou brute. C'est autour de ce thème que se tiendra la 7e édition de la Conférence mondiale du cajou. L'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, AECCI,
organisatrice de cet événement, attend plus de 2000 participants. Notre vision est de valoriser et rendre plus compétitive la filière anacarde et aussi soutenir la transformation industrielle de l'anacarde et aussi soutenir par la transformation industrielle de l'anacarde notre économie en encourageant les acteurs et autres investisseurs à s'y intéresser. La conférence mondiale du cajou, qui sera couplée aux Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, sera marquée par des actions sociales comme aux éditions précédentes. Pour le volet social de la dernière édition, la Convention a retenu le département de Sinématiali pour la construction de sa deuxième école primaire. Après celle de Kong, précisément dans le village de Tiéminé, elle construite après la première édition. Toutes ces écoles sont aujourd'hui fonctionnelles pour le bonheur des enfants des paysans. La dernière conférence mondiale du cajou qui s'est tenue en 2020, également en Côte d'Ivoire, a pu enregistrer la participation de plus de 2500 personnes venues de 37 pays. Comme retombée de cette édition, on note l'installation de 5 nouvelles unités de transformation de cajou déjà fonctionnelles à ce jour et plusieurs autres en cours d'installation. On parle de développement humain. Un concours national vient de voir le jour pour promouvoir l'art oratoire. Il s'agit d'apprendre aux jeunes à prendre la parole en public et à mener des débats constructifs. Ces équipes sont en lice. Isaïo. Promouvoir les débats pour en faire un moyen d'éclosion des talents d'orateurs et un canal d'éveil des consciences. Le concours national, les grands débatteurs, s'est assigné cette mission du développement du capital humain. En 1450, nous avons assisté à l'invention de l'imprimerie avec l'allemand Gutenberg. Et avec cette invention, nous avons assisté à un boom livrex, à un boom des livres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous nous sommes rendus compte effectivement qu'avec les médias et les réseaux sociaux, nous prenons non seulement moins de temps. C'est un projet inédit qui nous permet de faire profiter de notre expérience à la communauté nationale, qu'il s'agisse des jeunes, des étudiants ou des cadres, de ce que nous avons appris en termes de leadership et en termes de techniques de communication. Tout ce qui porte sur l'émulation de la jeunesse est déjà très important. Aujourd'hui, nous devons transmettre à la jeunesse ce que nous avons appris. Et ce concours s'inscrit, à mon humble avis, dans ce cadre-là. Apprendre à cette jeunesse à avoir une meilleure expression orale à travers un concours de débat, je pense que c'est une première. Pour les concurrents, la lucarne offerte est une aubaine pour valoriser l'ivoirien nouveau. La jeunesse a maintenant l'occasion de parler, l'occasion de prendre la parole à la vérité. Voilà ce que représente le concours pour nous. Une occasion, une aubaine même pour la jeunesse de dire ce qu'elle pense. Pour débattre, il faut apprendre. Pour débattre, il faut apporter quelque chose. Et c'est dans cette dynamique que jeunes, pluridisciplinaires, nous avons décidé de se mettre ensemble et conquérir pour apporter notre point de vue, mais en même temps profiter pour apprendre. 16 équipes sont en compétition pour cette première édition du concours national Les Grands Débatteurs, dont la finale est prévue le 9 avril 2022 à Abidjan. Et quand certains apprennent à manier le verbe, d'autres exercent leur plume. Un concours d'écriture vient dénicher de jeunes talents et du même coup promouvoir la lecture. La 5e édition des manuscrits d'or a eu pour thème Covid-19, écrire c'est résister, avec Lavry et Didier Nguesson. Le lycée classique d'Abidjan est un lycée d'excellence pour la cérémonie de récompense des lauréats des manuscrits d'or 2021. Un concours littéraire destiné aux élèves et étudiants âgés de 12 à 35 ans. Pour sa 5e édition, ce sont 18 manuscrits, tous genres et toutes catégories confondues, qui sont primés. Avoir été sélectionné parmi tant d'autres, c'est vraiment la joie. Nous sommes en plein Covid actuellement. Et pour moi, c'est comment décrire ce que je ressentais, et c'est ce que j'ai fait. Avec tout ce qu'on a eu comme atelier d'écriture, bien sûr, je crois que je pourrais m'en servir pour pouvoir en fait renforcer mes capacités en écriture. Après 10 ans d'interruption, ce concours initié par Valès Édition revient.
Au titre des innovations, un atelier d'écriture. Le message, c'est de demander aux jeunes des lycées et collèges, des étudiants et tous les jeunes, tous les Ivoiriens en général, de faire en sorte que le livre soit leur ami, de lire. Parce que c'est le but de cette activité, lire, lire et lire. Parce qu'en lisant, on se construit, on apprend et puis on devient meilleur dans ce qu'on fait. Depuis la 4e édition, comme le stipule le règlement, les délibérations du jury comptent pour 60% des votes et le vote du public pour 40%. Ce dernier vote a débuté le 11 novembre dernier et s'est achevé le 10 décembre 2021. De la littérature, nous passons au football, la vedette actuelle sur le continent africain. Pour cette 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, l'Algérie, tenante du titre, a été tenue en échec face à la Sierra Leone. Match nul, aucun but inscrit lors de cette rencontre. Arsène Kouassi et Essojean nous en font un résumé. L'Algérie perd ses premiers points dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. Tenante du titre, l'Algérie a dû se contenter d'un nul pour son entrée en lice dans la compétition. Les Fennecs ont été surpris par la formation des hommes de John Kester. Opposé à la modeste équipe de la Sierra Leone, Riyad Mahrez et ses équipiers n'ont pu inscrire le moindre but. Faute au jeune portier des Leon Stars, Mohamed Kamara, qui a enrayé toutes les velléités offensives des Algériens. En seconde période, d'abord Yassine Brahimi, puis c'est au tour de Riyad Mahrez d'être mis en échec à 2 reprises. 0-0, score final. Les hommes de Djamel Belmadi seront attendus dès dimanche pour leur 2e sortie face à la Guinée équatoriale. Deuxième rencontre du jour, les Égyptiens ont entamé leur compétition par une contre-performance face aux Super Eagles. Le Nigeria a su se montrer plus agressif et dynamique sur l'ensemble de la rencontre. Score final, 1-0 pour le Nigeria. Pour son entrée dans la CAN 2021, le Nigeria s'offre une victoire dans le choc face à l'Égypte, 1-0. Dès le début de la rencontre, les Super Eagles montrent plus d'envie et d'allant. Sur le côté gauche, l'attaquant du FC Nantes, Moses Simon, crée des misères à la défense égyptienne par sa vitesse et ses débordements. Servi par Joe Haribo, il manque la première occasion de la rencontre. Les Nigériens sont récompensés à la demi-heure grâce à un super but de Kelechi Iheanacho. L'attaquant de Leicester reprend le ballon d'une superbe demi-volée dans l'axe à l'entrée de la surface. Pour Haribo avec Iheanacho. Quel but! En seconde période, la physionomie du match reste la même. À la 48e minute, sur un centre, Dola Aina, Taiwo Awoni reprend de la tête à bout portant, mais le gardien égyptien, Mohamed El Shenawi, repousse in extremis. Complètement asphyxiés, les Pharaons subissent le rythme imposé par les Super Eagles. Mais finalement, le score n'évoluera pas. 1-0, score final. Le Nigeria assure l'essentiel. Et un match nul, Guinée-Bissau, Soudan, aucun but inscrit. Les deux équipes sont deuxièmes avec donc 1 point derrière le Nigeria qui totalise, lui, 3 points. Et puis à l'affiche, demain mercredi, la rencontre Tunisie-Mali, ensuite la Mauritanie contre la Gambie. Et pour terminer la journée, l'entrée en scène des éléphants de Côte d'Ivoire qui vont affronter la Guinée équatoriale. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Passez surtout une très belle fin de soirée. Bonsoir à tous.